Alors, bonjour tout le monde. Euh, on a eu un petit pépin. Mon nom est Sylvie Lemieux pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis en compagnie de David Mendes. Je suis la créatrice du podcast autour du traducteur de Translators Turn et David, le créateur de Beyond the Thesis ou Au-delà de la thèse. On veut vous présenter la version. David et moi, on va discuter en français, mais Lucie Battaglia a offert ses services comme interprète et elle va vous expliquer, pour ceux et celles qui désirent entendre le contenu en anglais, comment vous y prendre. Alors, Lucie, peux-tu expliquer comment faire? Hello, so I'll switch to English. For anyone attending needing English interpretation, please let me know and I'll create a WhatsApp group. Otherwise, if everyone speaks French here, I also suggest I could open my voice recorder and make a recording of the interpretation for those who wish to listen later on. So please say yes in the chat if you would need me to add you to WhatsApp for interpretation. Merci beaucoup, Lucie. Alors, on va partir notre discussion qui va porter sur un sujet très chaud, la traduction à la pige. Et David et moi, on en discute parce que dans le fond, on n'est pas on pratique la même profession, mais dans des conditions différentes. Alors aujourd'hui, on va parler justement de ces conditions-là qui sont communes à nos deux groupes de professions, là. On va voir ça un petit peu plus tard. Alors, on va parler de l'attention, on va parler des émotions qui, jusqu'à très récemment, étaient considérées comme un sujet tabou dans les études sur la traduction parce que la traduction était considérée comme une opération cognitive et les émotions étaient perçues comme quelque chose qui empêchait, qui nuisait au bon déroulement de la traduction. Or, les dernières études qui datent, j'ai justement des études qui sont parues en mars 2024, c'est très, très récent. En fait, c'est un handbook qui fait un recueil d'articles qui fait état de la force des émotions quand elles sont bien régularisées. Donc, on va parler de la régularisation des émotions pendant la traduction et on va terminer par la promotion. Alors, David va nous expliquer comment ils font leur promotion. Nous, on va aussi faire la même chose. Fait qu'on va faire comme un genre de casse-tête. Alors, je vais d'abord donner la parole à David. J'aimerais ça que tu nous présentes ton balado avant Mhm. qu'on aille plus loin. Parfait. Merci Sylvie de m'avoir invité autour du traducteur. C'est autour du traducteur, n'est-ce pas? Oui, oui. Et de la Euh, traductrice. Il faudrait que je mette ça au euh, féminin aussi un jour. ouais, en tout cas. Euh, je suis content d'être ici aussi. On s'est croisés déjà sur mon balado qui s'appelle en français Au-delà de la thèse avec Papa PhD, en anglais Beyond the Thesis with Papa PhD. Euh, le balado porte sur la transition des études de cycle supérieur au marché du travail, sur les différents défis que cette transition pose et sur différentes bonnes pratiques que l'on peut essayer de développer pour améliorer les résultats de sa transition et c'est ça, de son passage au marché du travail quand on termine notre diplôme. Mais avant d'avoir lancé au-delà de la thèse, je me suis lancé, moi, dans la communication médicale, rédaction médicale d'abord, et après traduction dans le domaine médical. J'ai fait un certificat à McGill, à l'université McGill en traduction anglais-français. Et de fil en aiguille, on est rendu aujourd'hui où mon activité inclut de la traduction, je fais aussi de la transcription, mais aussi de la rédaction, toujours dans le domaine biomédical ou dans des domaines connexes. Et c'est ça, on s'est croisés, Sylvie et moi, en lien avec cette activité de traduction qu'on fait chacun dans notre domaine et un peu à notre façon, parce que c'est ça, être pigiste, c'est se développer un style de vie, une routine, une base de clients, etc. Et chacun le développe un peu à sa façon. Mais il y a des thèmes
des thèmes centraux qui sont communs à tous ceux qui développent cette activité ou ces activités autour de la Mm. langue. Intéressant. Exactement. Et un des thèmes, justement, que j'aimerais aborder, que tu as déjà abordé d'ailleurs dans un de tes balados en anglais avec Madame Gloria Marc, Oui. c'est l'attention. Mhm. Parce que il y a l'attention. Moi, je vais dire d'abord comment je vois ça, parce que en tant que chercheur qui s'intéresse beaucoup au processus cognitif du point de vue de la neuroscience, des neurosciences, l'attention, nous, les traducteurs, tu le sais comme moi, on passe de la langue source à la langue cible constamment. Donc, notre attention, de par la nature de notre travail, est divisée. Alors, on a une attention divisée, donc on doit à la fois avoir un pied dans la langue source, puis un pied dans la langue cible. Et ce Mhm. qui fait que ça fonctionne bien, c'est un peu comme l'automobile, la métaphore d'automobile. On est capable de conduire et puis de faire 200 kilomètres et puis de tenir une conversation avec le passager à côté de nous, d'écouter la radio, de faire autre chose. C'est un peu la même chose en traduction, c'est que d'ailleurs, on préconise de traduire vers notre langue maternelle. Il y a des processus qui sont automatiques dans cette division-là de l'attention. Ça fait Mhm. longtemps que c'est connu. Et en interprétation, c'est encore pire. Bravo, Lucie, pour le chapeau pour le travail que tu fais, parce que nous, les traducteurs, on peut lever les yeux de notre texte et pas les interprètes. Mais il y a d'autres choses qui se sont rajoutées dans notre... et c'est ça que tu as mis en lumière avec Madame Marc quand tu as discuté avec elle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? On a parlé de plein de choses. Est-ce qu'il y en a, il y a un point de départ par lequel tu aimerais que je... Est-ce que tu penses à quelque chose en particulier? L'attention, oui, je pense à quelque chose qui s'est immiscé dans notre vie de traducteur, parce Oui, que moi, j'ai une longue carrière de 30 ans, et là, quand on a vu apparaître l'informatique, ah et oui, particulièrement les téléphones, et les tablettes, et le multitâche qui est apparu, oui. alors Madame Grant en parlait beaucoup de Ah cet oui, aspect. oui, Gloria Marx, c'est le centre Marc, excuse-moi, ouais, Marc, Gloria Marc. c'est vraiment le centre de ses intérêts de recherche, de tout ce qu'elle a publié par le passé et du livre qu'elle a publié récemment. C'est ça, elle, son travail, c'est sur comment notre attention est divisée, est coupée en petits morceaux par tellement d'appareils différents, de logiciels différents qui veulent tous un petit peu de notre attention en même temps. Et donc, oui, donc une grosse partie de la conversation, et ça a été en lien avec comment protéger, surtout quand on travaille avec, tu sais, avec de la connaissance, quand il faut être concentré pour ou lire ou bien rédiger ou bien comme nous traduire. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être affecté, ne pas payer le coût du morcellement de notre attention. Parce que il y a un coût cognitif et un coût qui devient un coût monétaire parce que ce coût, c'est aussi un coût de temps. Chaque fois qu'on change de tâche pour revenir, si on a une tâche principale et que là, on est appelé à répondre à une notification ou à un appel ou quelque chose, revenir à la tâche initiale prend substantiellement plus de temps. Elle a mentionné des minutes, un temps en minutes, pour se remettre dans l'état, peut-être une quinzaine même de minutes, pour revenir à l'état de travail profond et concentré dans lequel on était avant, Ce que tu appelles communément le flow. le flow. On n'est plus dans le flow hein, quand on est obligé de répondre à un appel d'offres parce que, je ne sais pas toi, mais moi j'ai vu ça arriver il y a peut-être 20 ans. On nous laissait une journée pour répondre à un appel d'offres ou donner, entre autres pour le bureau de la traduction, pour donner nos disponibilités. Oui, Puis là, ça s'est réduit de plus en plus et puis maintenant, c'est dans les minutes. Puis si tu réponds pas tout de suite, il y en a 10 autres qui sont, là je parle de certains cabinets, là, oui, oui, c'est pas toujours, alors là on n'a pas le choix pour assurer notre survie économique oui. de rester branché un œil sur notre téléphone et puis aussi sur notre texte, là, ouais, Oui. effectivement. Oui, c'est vrai. Oui, et de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a
il y a certaines choses, des urgences comme celle que tu viens de mentionner, ça finit par être une urgence, où bon, ben, il faut payer le prix. Mais après, c'est sûr que si on veut s'aider, et si on se dit, ben, mes courriels, je vais pas laisser mon application de courriel ouverte toute la journée. Je l'ouvre le matin, je la ferme pendant mon bloc de travail du matin, je la rouvre à midi, et même chose, je la referme et après je la rouvre en fin de journée. Ça va nous aider à être beaucoup plus dans le flow et à produire sur une bonne durée et donc euh, à plus retirer de valeur du temps qu'on a pour travailler. Parce que, à moins que ce soit des urgences comme celle que tu viens de mentionner, Mhm. euh, souvent les courriels, il n'y a pas, il y a pas mort d'homme si on attend une demi-journée pour y répondre. Effectivement. Et aussi, je pense que ce qui est conseillé aussi, c'est de travailler sur une tâche et non pas d'avoir plusieurs tâches et Oui. de faire des pauses si on peut, avoir des collègues avec qui on peut s'entretenir, ce qui est Mhm. de plus en plus rare depuis le confinement. Euh, donc, est-ce qu'on pourrait revenir à quelque chose comme le coworking, au moins pour Mhm. les pigistes? Je lance la question, là, Ah d'avoir des oui, collègues. ben regarde, une autre entrevue très intéressante, un autre épisode très intéressant que j'ai enregistré, cette fois-ci en français, était avec l'équipe de l'organisation à but non lucratif Taisez-vous, dont l'objectif est, et ce n'est pas l'objectif, c'est la mission. Ils ont des espaces réels, mais aussi ils créent des espaces virtuels de rédaction d'articles ou de thèses. Et c'est exactement le principe. C'est des blocs de 50 minutes. Donc, tu travailles 50 minutes avec un groupe de gens, que ce soit physique, là où ils sont, donc aux locaux de Taisez-vous, ou bien ils organisent aussi pour les gens qui sont pas en ville, et qui sont éparpillés dans le monde, aussi virtuellement. Tu te mets sur Zoom avec une douzaine de personnes, et là, vous vous dites, à partir de maintenant, j'éteins mon téléphone. Pendant 50 minutes, je vais plonger profondément dans mon travail. Et après, tout le monde en même temps prend 10 minutes où là, on peut discuter, on peut prendre un café. Bien sûr, on va faire, en tout cas, vaquer à nos autres besoins ou peut-être répondre à des messages. Mais d'avoir des gens avec qui partager cette expérience d'être en travail profond, c'est sûr. Et même, ils avaient mentionné un terme scientifique pour cet effet d'entraînement, du fait d'être avec d'autres gens en train de faire la même chose, mais ça existe et ça marche. Après, le 50 minutes, 10 minutes, c'est basé sur le Pomodoro. Je ne sais pas si Le Sylvie, toi, c'est Pomodoro, oui, très bien. quelque chose Alors, que tu c'est connais. une méthode, si tu veux nous expliquer un petit peu le principe, c'est justement de travailler, puis après ça, se reposer, refaire le plein d'énergie, hein? C'est ça C'est pendant ça. ces 10 minutes-là, hein? C'est ça. Donc, l'idée, c'est ça, c'est on est plus productif si on a des moments où on fait une pause et où on ne pense plus au travail, et ça peut être 5 à 10 minutes. Le Pomodoro, je Mhm. pense que le premier format dont j'avais entendu parler, c'était 25 minutes, 5 minutes. Ah oui? Mais OK. pour la rédaction, parce que il faut quand même plonger dans ta thématique, dans ta recherche, et après Ah, rédiger, ils font 50, 10. donc Et ils ont dû faire des essais et erreurs, j'imagine. Ils ont dû partir du oui, 25 puis se rendre compte que c'était pas suffisant e- et ils ont, exactement. OK, Encore une fois, d'accord. parce que chaque interruption, après, il y a un coût de redémarrage qui est cher, disons, en termes de en combien de temps tu te remets dans le flow. Et donc, ils suivent ce modèle avec 50 minutes. L'autre point que tu as mentionné, c'est de fuir le multitasking, le multitâche, Mhm, mhm, euh, et de s'en aller vers ce que Glory Mark a appelé le monotasking, donc le monotâche. mhm. Et entre-temps, j'ai lu d'autres textes et d'autres idées là-dessus. Et le le multitâche, il est nécessaire aujourd'hui. Mais si on est Ouais. capable, on essaye de ne pas faire de multitâche sur le même intervalle de temps. On va faire, disons qu'on parle Ah, du Pomodoro. Je fais mon 25 minutes sur une tâche, et là, je fais mon 5 minutes de pause. Et là, la deuxième tâche,
Je la fais pas en même temps, je la fais dans le 25 minutes d'après. Mais là, j'oublie la première tâche. Et comme ça introduit une espèce de variété dans ta journée. Et tu peux faire ta liste de tâches que tu as à faire, mais c'est comme un collier de perles au lieu d'être plein de papiers les uns sur les autres où à un moment donné, ton cerveau, Il en peut plus, puis il est plus exactement. capable. Ouais, c'est ça. Mais c'est fort intéressant. Et puis aussi, qu'est-ce que Madame Marc parlait? Ah oui, si on peut aller dans la nature, hein, parce qu'elle relatait son expérience. Elle a travaillé en Allemagne Oui, et puis elle est arrivée aux États-Unis. Elle a vu là, que c'était deux mondes différents, le monde du oui, travail. Pourtant, les Allemands sont très productifs, là. On oui, oui, s'entend là-dessus, là. Mais oui. est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Qu'est-ce que ça va l'air? Moi, j'avais envie de partir pour l'Allemagne après l'avoir écouté. Oui, au fait, elle disait que avant d'avoir son laboratoire de recherche aux États-Unis, elle était, je pense, en postdoc en Allemagne. Et Mhm. son observation, c'était quand les gens travaillaient, ils étaient très concentrés en effet. Mais après, quand arrivait l'heure du midi, il y avait le dîner où là, tout le monde sortait de son bureau, donc s'éloignait de son ordi et allait dans un même endroit manger en communauté, discuter. Et on parle d'un département de recherche, donc tu discutes pas juste avec tes collègues contigus et du même département, quelque chose de plus dynamique que ça. Et après le repas, une marche dans les jardins de l'université où elle était. Et c'était j'ai envie de dire quasiment religieux dans le sens où il n'y avait pas pas de culpabilité à le faire, Ah oui, et absolument. deux, c'était un rituel très ancré dans toute la communauté. Et elle est arrivée aux États-Unis, pour continuer sa carrière de recherche. Et là, tout à coup, tout le monde mange son petit sandwich devant son écran d'ordi en répondant à des courriels, etc., etc. Elle a aussi expliqué que une fois qu'elle est devenue chercheuse avec son laboratoire, c'est sûr que ses responsabilités ont changé et ont évolué par rapport à être juste une chercheuse en postdoc. Et que donc, elle aussi, elle a dû trouver un nouveau point d'équilibre parce qu'il y avait plus de tâches, plus d'admin, etc., etc. Mais c'était quand même une grande différence et la culture aux États-Unis était quand même très différente. Elle a pas vu, elle n'a pas trouvé aux États-Unis Non, hein, ce qui était normal en Allemagne. exactement, exactement. Et puis, moi, ça m'amène aussi à parler des émotions. Je ne sais pas comment vous vivez ça, parce que moi, c'était quelque chose que j'ai découvert justement dans mes lectures et que il y a les émotions, c'est parce que en tant que traducteur, tu as une grande expertise, toi, en biomédical. Et puis, mais par contre, tu es, comme tout le monde soumis à des contraintes de temps, donc il faut que tu prennes des décisions en traduction, on s'entend, très rapidement. Et là, ça sort, d'après les études, de plus en plus, ça s'établit que ce qui nous amène à prendre une décision pour ça peut être une formulation, un terme, une recherche. C'est vraiment l'émotion. Parce que l'émotion, on va avoir une émotion négative quand on va être quand on écoute, on s'écoute là, qui va nous dire attention, là, il y a une difficulté, donc qui va nous mettre sur une piste pour dire ben là, il Mhm. faudrait que j'approfondisse ma recherche ou faire autre chose, poser une question au client, par exemple. Et puis, tu peux avoir une émotion positive et là, tu travailles plus dans la créativité. Là, tu dis, Mhm. je tombe sur un passage, mon Dieu, ça fait 2 semaines que je lis là-dessus, puis là, je fais une traduction, puis je comprends à fond ce qui est dit, donc je peux me laisser aller dans la créativité plus. Mhm. Alors, ça, est-ce que tu sens ça, toi, quand tu traduis? Est-ce que tu... Moi, les émotions, ben, je dois dire, dans les choses que je fais, là où je peux ressentir plus d'émotions, ça va être quand je travaille sur des projets euh, plus dans le domaine des, en tout cas, du grand public, dans un sens de traduire ou rédiger du contenu qui doit être lu par des jeunes
enfants qui ont une maladie X ou une Hmm. tranche de la population qui a un cancer Y. Et là, je dois vraiment beaucoup plus essayer de ressentir, est-ce que ce que j'écris va parler à ces personnes-là? Est-ce que ce que j'écris va être compris tout de suite? Est-ce que ce que j'écris va mener les gens à changer leur comportement? Après, des choses plus techniques, on dirait que cette problématique disparaît un petit peu plus parce que ça peut être plus objectif et plus, en tout cas, c'est ça, il y a moins il y a moins d'importance sur qu'est-ce que La les gens vont terminologie, tu ressentir, parles? OK, OK, ouais, ce que les gens d'accord. vont ressentir. La terminologie, les projets que je choisis ou lesquels je fais, de par ma formation, j'ai rarement des problèmes de terminologie. Et Mhm, comme ça va être dans un domaine scientifique, peut-être académique ou une interface, c'est un langage qui me vient très, très facilement. Là où, des fois, il y a une question d'émotion, c'est tu traduis quelque chose, tu l'envoies, et là, le client t'envoie des commentaires et tu t'envoies des questions qui te font sentir que ah ben ils n'aiment pas cette formulation-là, ou bien ils ont une préférence qu'ils m'ont pas mentionnée auparavant. Et là, c'est là qu'il y a des moments de OK, est-ce que j'essaie de défendre ma traduction pour telle raison, ou mhm. bien est-ce que j'essaie de comprendre pourquoi on me demande ça, donc je pose plus de questions, ou bien est-ce que carrément je prends la préférence du client bon, mais il faut Ça toujours s'arrête bien, là. C'est ça tout. s'arrête là, C'est mais ça. il faut toujours, ça s'arrête là, mais il faut toujours quand même être en communication avec notre client et comment dire, un peu commenter nos décisions qui découlent d'un commentaire de leur part. Moi, en tout cas, j'essaye toujours de le faire parce que euh, quand j'ai commencé, j'ai déjà été confronté par des commentaires et ça a amené à des espèces de conversations qui étaient un peu en mode confrontation Hmm. ou conflit j'aime. C'est quelque chose que j'aime pas du tout et je trouve que ça aide zéro C'est ça, dans notre exactement. Ça ne fait travail. pas avancer les choses, là. Non. Donc pour moi, pour vrai, c'est plus, donc, ou bien les émotions entrent en jeu quand ce que je rédige, quand ce que je traduis euh, est comme vise un public particulier qui, qui, est- et qui n'est pas juste technique, ni académique, ni de Mhm, recherche, mhm, ou bien ça va être comment naviguer ou comment négocier les commentaires avec lesquels souvent ou des fois je peux ne pas être d'accord d'un client. Et donc, comment tu trouves cet équilibre entre, bon, comprendre que ce commentaire arrive parce que le client a une préoccupation ou a, lui, eu un commentaire de quelqu'un dans son équipe. oui, Et aussi. comment est-ce qu'on arrive à la fin à avoir une solution où il y a une résolution de cette dissonance et on est capable d'être Ce que tu viens très bien de décrire, David, c'est la régularisation de tes émotions. Parce que ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a eu plusieurs registres dans ta voix, puis dans les mots que tu as choisis, justement, pour éviter la confrontation. Donc, il y a une espèce de stress qui s'installe devant oui. certains commentaires, pas toujours délicats d'ailleurs, mais pas voulu, là, mais Mhm. c'est comme ça. Puis, pour pas justement tomber en mode confrontation, comment tu t'es parlé à toi ou que tu as développé ta stratégie pour pas tomber justement dans le mode confrontation, mais dans Mhm. une stratégie bénéfique autant pour le client que pour toi, là. Mhm. Alors, Mhm. c'est une très bonne stratégie de régularisation des émotions. Puis, l'autre chose aussi, tout à l'heure, on parlait de l'attention. Ben, je vois un lien aussi avec les émotions. C'est les conditions de travail qui sont aussi un facteur d'émotions positives ou négatives. Fait que c'est notre bien-être au travail, là. C'est pas être en massothérapie ou avec, Mhm. sur le bord d'une piscine avec un verre, là, mais quand on parle de bien-être, c'est d'avoir justement des conditions qui nous permettent de rester dans le flot dont on parlait tout à l'heure. Et justement, il y a une question, moi, il y a une grosse frustration que je vois actuellement
que je vis comme beaucoup de collègues, c'est on est obligé, dans nos recherches, de naviguer sur beaucoup de sites. On n'est pas tous chanceux de travailler. Ben, chanceux, tu as fait ta chance là, pour maîtriser la terminologie que tu maîtrises. C'est ton parcours qui t'a amené à la Mhm. maîtriser sur le bout de tes doigts et puis d'intégrer les nouveaux termes très facilement parce que tu as toute la base de connaissances en toi, là. Mais aujourd'hui, on est appelé à traduire dans des nouveaux domaines, puis on est obligé de naviguer sur plusieurs plateformes ou plusieurs sites. Et justement, ce qui brise le flow part en l'espace de... j'ai lu ça dans les dernières recherches. Dès qu'on pose les yeux sur une phrase, ça prend à peu près, je pense, 250 millisecondes avant qu'on commence à décoder. Et là, c'est parti, là, on comprend la phrase. Mais là, quand on cherche, ben, on brise, dès le départ maintenant, on brise le flow qu'on essaie d'installer. Oui. Alors, ce qui, moi, est mon espoir actuellement, c'est des technologies, je sais que ça fait pas plaisir à tout le monde, mais des environnements de traduction dans lesquels des applications comme ChatGPT sont intégrées, qui nous permettent de ne pas sortir de l'environnement de traduction. Alors, imagine un Trados, un MemoQ, n'importe quel un Mhm. WordFast de ce monde, mais avec un chat GPT, avec de la confidentialité, évidemment, pour pas que tout se rende dans le cyberespace et soit utilisé à mauvais escient, mais qui nous permettent d'éviter d'avoir à naviguer trop longtemps parce qu'on voit qu'il y a un coût à se promener comme ça d'une application à l'autre Ah oui. à chaque fois. Oui. Que, Est-ce que si je peux réagir, oui, oui, vas-y, vas-y, on le- est là pour ça. On est là pour je, ça. je suis totalement d'accord avec toi. De mon côté, bien que oui, j'ai une facilité avec tout un pan de terminologie, et donc il y a plein de choses qui peuvent me venir naturellement. J'utilise plusieurs outils, bien sûr, parce que Oui, la terminologie technique, spécifique, scientifique, c'est une portion de produits de traduction qui souvent, comme je le mentionnais, peuvent être de nature très différente. Ils peuvent être de nature très courte, technique. Ils peuvent être à visée de vulgarisation grand public, etc. Et là, à un moment donné, il peut avoir une teneur finance, parce que c'est dans la santé, souvent, il y a des questions juridique, de un peu juridique aussi, juridique, les finance. Et là, conditions, c'est oui. sûr il faut que j'utilise des outils et que je voyage de fenêtre en fenêtre. Et souvent, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais moi, souvent, ça m'arrive qu'il y a une fenêtre que j'arrive plus à retrouver parce que là, Hmm. en tout cas, T'en ça me as prend un trop certain nouvelles. temps à la retrouver parce qu'il y en a trop. J'ai à un moment donné, et je me demande si toi, tu as vécu ça, j'ai décidé d'avoir deux écrans pour faciliter ça, Oui, j'en ai mais deux, effectivement. voilà. Mais pour moi, j'ai fini par, parce que, en tout cas, ça me crée un inconfort physique. J'ai décidé d'acheter un écran beaucoup plus large. D'ailleurs, c'est comme un écran Mhm. de gamer qu'ils disent, des Ah écrans oui, oui. panoramiques. Et là, je suis capable d'avoir deux documents ouverts, mais sur le même plan. Comme ça, je ne suis pas en train de tourner tout le temps. Ça, juste pour un peu te dire que moi aussi, même si j'ai ces facilités-là de par mon trajet académique, pendant ce parcours en traduction, j'ai dû et je dois constamment trouver des façons de rendre moins, d'avoir moins de moments de perte de concentration et de perte de temps. Et donc, oui, je pense que C'est une le conseil problématique. que tu donnerais à tout le monde, hein, Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une c'est ça, problématique hein? commune à tout le monde qui est dans ce métier-là. Exactement, parce que c'est encore le changement de tâche là, dont on parlait tout à l'heure, qui a un coût à chaque fois qu'on change, même changer de regarder un autre écran, puis chercher dans un autre environnement, parce que les deux écrans, c'est pas la même chose. Alors, ouais, je comprends très, très bien que c'est un gros avantage. Fait que c'est ça. Et puis, c'est ça. Maintenant, il y a aussi un autre pan, toujours pour l'attention, c'est la post-édition. Hmm. De plus en plus, je crois que tu es comme nous, là, comme moi. On nous demande de plus en plus de travailler en post-édition et nos clients nous demandent d'accepter des tarifs moindres, nous disant qu'ils nous fournissent une sortie machine.
Or, les dernières recherches, revenons toujours à l'attention, les dernières recherches prouvent qu'il y a un coût à ça aussi pour le traducteur, un coût, on parle en termes d'attention, là. Mhm. Donc, puis peut-être monétaire aussi parce que le traducteur gagne moins. Mais si on revient à l'attention, c'est qu'on a trois éléments à regarder. Quand on est dans une mémoire de traduction, on a la colonne de gauche, on a notre texte source et Mhm. on surveille notre texte, on tape notre texte cible et ça s'arrête là. On fait une petite recherche terminologique où on sait déjà la terminologie, on la connaît bien. Mais là, on a un post-édition et on a un troisième un élément à vérifier. Donc, notre attention est beaucoup plus sollicitée malgré tout ce que pensent nos clients, les agences qui font pression sur nous pour accepter des baisses de tarifs. Mhm. Aussi, il y a un effet hypnotique. Alors, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, DeepL Pro, qui est très bon, qui fait des excellentes phrases en français. Mais le danger, justement, il est tellement bon qu'on a tendance à accepter les yeux sans trop se poser la question. Justement, quand on est plus fatigué mentalement, on va être porté à accepter la solution proposée par DeepL Pro sans penser que peut-être il y a un terme clé qu'il aurait fallu changer ou que ça, il y a peut-être une négation, parce que ça, c'est une erreur qu'on fait fréquemment quand on est fatigué. On oublie les Mhm. négations. Alors, on fait des Mhm. contresens, là, on Oui, s'entend. oui, oui, oui. Alors, ça, c'est la fatigue qui nous fait faire ça. Puis, il y a des raisons dans les processus cognitifs dans lesquels j'entrerai pas, là, qui font que c'est une erreur facile à faire quand on est fatigué. Mhm. Donc, il y a je sais pas ce que tu penses, toi, de la post-édition dans ton domaine. Moi, je, je trouve que mon premier commentaire, c'est d'essayer de nous faire corriger de la donc post-éditer de la sortie de machine, comme tu viens de le Mhm. dire, et de nous dire, là, vous avez la moitié de fait, donc on vous paye la moitié. Oui, C'est c'est ça. c'est 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 pas vrai. C'est pas vrai parce que les machines, elles savent. Les machines, c'est des machines. Et si moi, quand j'en ai eu, je partais toujours du point de vue que ce que la machine a écrit n'est pas correct. Donc, OK. donc à la fin, je pense que le gain de temps de partir de quelque chose de pré-traduit ou de traduire de zéro, c'est une fraction. C'est pas 50%. On va pas deux fois plus vite. En tout cas, pas moi, dans mon expérience, j'aime pas prendre ce type de projet-là parce que je trouve qu'à la fin, je passe le même temps. Donc, mon temps vaut la moitié, dans le fond. Parce que je passe quasiment la même quantité de temps pour arriver à un produit, à une traduction, un texte cible qui me plaît que si j'avais juste fait ma traduction moi-même. Je trouve pas qu'il y a une différence aussi substantielle. Ça, c'est mon premier commentaire. Mais numéro Mhm. 2, c'est que c'est c'est intéressant que tu appelles ça un effet hypnotique. Comme les machines, comme les modèles de langage deviennent tellement bons, c'est Mhm. vrai que je comprends ce concept que le fait qu'on lit une phrase qui se tient, qui n'a pas d'erreur en soi, on peut être, on peut avoir tendance à la lire et dire, ah, ça se lit bien, c'est bien écrit en français, je peux approuver, mais après, pour moi, comme je pars du principe il y a quelque chose il y a sûrement quelque chose qui n'est pas bien dedans, mais finalement, c'est comme tu es en train de débroussailler, donc c'est plus ardu, pour moi en tout cas, Une de... phrase élégante qu'une phrase avec des grosses erreurs, c'est ça Oui, que tu veux dire? Ah, oui, OK, je n'avais pas parce, vu ça comme ça, c'est intéressant. mais pour moi, je pense que l'hypnose dont tu parles, c'est ça, c'est que c'est comme, c'est comme si le fait qu'elle est élégante et bien faite, tes yeux ont envie de passer dessus et d'arriver à la fin et de passer à la prochaine. Et C'est donc, ça. il faut que tu mettes, en tout cas pour mon expérience, il faut que je mette un effort extra ou une intention extra de trouver l'erreur, qui pour moi, je trouve, c'est un poids cognitif extra que je préfère ne pas avoir. Je sais pas, toi, Compte tu es la tenu du spécialiste tarif. là-dedans. Oui, Ben, moi, c'est ça, c'est que je vois ça, je le vois très bien, l'effet cognitif, puis c'est que je suis d'accord avec toi, c'est qu'on est obligé de changer de processus. On coupe, encore là, ce que tu décris là, ce que je vois, c'est qu'on coupe le flow.
de compréhension. On est obligé de faire ça et de retomber à un niveau de, tu sais, mettons que tu as établi ton fil conducteur, tu sais où tu t'en vas, puis là, tu sais ta cohérence de texte, puis là, tout à coup, il faut que tu mettes une intention on dirait que tu sors du texte. Puis encore là, Mhm. je suis en train de voir quelque chose. Des fois, là, je trouve ça intéressant de balado, s'il y a des prises de conscience. Ben oui, vas-y, C'est que je vas-y. suis en train de voir que c'est le même effet que d'être interrompu par une notification sur ton téléphone. Ça fait Mhm. le même effet. Donc, ça peut faire un effet qu'avant de te remettre dans le flow de ton texte, ça peut te prendre des minutes. Et c'est là que tu rallonges et pour un coût moindre, tu es payé moins cher que pour Oui, une traduction, oui, effectivement. et après juste pour un peu, tu parlais, et une autre image qui m'est venue par rapport à la Oui, question de l'hypnose, c'est le fait que c'est si élégant et bien fait, ça fait que c'est plus difficile, ça te prend plus d'énergie d'arriver, quand tu reçois une phrase pré-traduite et qu'il y a un problème de construction, ou à, oui, à la fin, donc on avance dans le temps 30 minutes et là tu as ta cible que tu aimes, mais tu as dû changer des tronçons et vraiment il y a un problème de structure. Quand c'est tout beau, tout élégant, c'est plus ardu arriver à cette conclusion de non, là, il faut que je la casse, il faut que, en fait, il faut que retravail. j'oublie tout ça et que là, je la re-rende d'une façon correcte. C'est plus ardu quand tu pars avec ce texte-là qui est pré-traduit avec toutes les capacités qui existent maintenant de ce côté-là. Ce qui s'en vient, justement, tout à l'heure, je parlais de ChatGPT. Ce qui s'en vient, c'est qu'on va être dans des environnements, c'est déjà commencé, où on a plusieurs moteurs de recherche, plusieurs moteurs de recherche, pas de recherche, pardon, plusieurs euh, moteurs qui nous sont présentés. Donc, on peut avoir DeepL Pro, ensuite Traduit, qui nous offre aussi, quand on travaille au Canada, c'est très, très Oui, pratique. j'utilise Traduit tout le temps. Amazon, Google Translate. Alors, on peut avoir 4 ou 5 solution au lieu d'en avoir une seule. OK. Donc là, c'est plus facile de casser. Je pense que là, moi, je le vis là, je le fais dans certains environnements, mais dans un certain environnement, mais ce que je comprenais pas pourquoi c'était efficace, mais là, en t'écoutant parler, je comprends, c'est parce que en ayant 4 ou 5 qui sont tous différents, puis qu'on sait qu'ils sont tous bons, mais qui peuvent, justement, DeepL est plus européen, Traduit est plus canadien. Donc déjà, tout simplement, c'est pas parce que même si la phrase est super élégante, je vais juste te donner un exemple. J'ai traduit l'année dernière beaucoup de termes dans le domaine de l'environnement OK. et au Canada, on parle beaucoup de carboneutralité. En Europe, on utilise très, très peu ce terme-là. OK. Alors, on utilise plutôt effet zéro et des choses comme ça. Et donc, puis on sait que DeepL, c'est Lingui, donc c'est l'Europe. Donc, si on utilise juste DeepL Pro, ben, on va avoir très peu de carboneutralité. Par contre, si Mhm. on utilise DeepL Pro et Traduit, Traduit qui est alimenté par les corpus canadiens, les lois et tout ça, les sites du gouvernement du Canada, donc la loi sur la carboneutralité au Canada. Donc, on va voir, ah, tiens, Traduit utilise beaucoup carboneutralité. Donc là, la tentation de rester collé à DeepL va être tout à fait, ça va être tout de suite, on va voir qu'il faut briser la phrase juste pour Mhm. ce terme-là. Là, c'est l'exemple qui me vient. Je ne sais pas si Mhm. tu comprends ce que je veux Ah dire oui, là, c'est un très bon exemple. en ayant deux là, comme ça, là, de notre choix. Oui, oui, c'est un très bon exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné que on peut en effet avoir des clients ici au Canada comme à l'étranger, C'est ça. c'est d'autant plus important d'avoir accès et de pouvoir jongler et de pouvoir rapidement comprendre qu'une terminologie est géographiquement limitée à ici versus là-bas. Non, Justement, est-ce que ça doit être la même chose en biomédical? Est-ce que toi, tu travailles plus ici ou tu travailles plus ici, plus ici? mais le défi, c'est que souvent, il y a des domaines où il y a beaucoup de contenu en France, ou en France, Suisse, etc. Et que là, il faut que moi, je trouve, OK, mais ici au Canada, est-ce que c'est ça? Parce que je, Mhm. je trouve très peu de sources canadiennes ou québécoises.
mais j'en trouve beaucoup en France. Et là, il faut que je parle avec le client aussi à ce moment-là pour comprendre est-ce que c'est ça que vous utilisez ou bien est-ce que vous avez une terminologie maison, etc., Mhm. etc. Ça peut être plus complexe dans mon domaine parce que il y a tellement d'innovations. Par exemple, quand il y a eu la COVID avec toute cette technologie autour de la COVID, c- l'innovation dans la terminologie ne se fait pas comme ça autour de la planète. Ça va venir d'abord en anglais ou dépendamment de où Mhm. l'innovation arrive. Et après, tranquillement, les échos vont s'amener aux autres langues et aux autres zones géographiques. Donc, c'est un défi avec lequel je dois composer couramment, dépendamment bien sûr, des sujets et auquel il faut que je fasse attention, oui, en effet. Oui, parce qu'il y a une responsabilité, là, c'est pas un texte administratif qui va rester sur une tablette, qui sera pas diffusé, là. C'est des gros enjeux, là, Mhm, dans ton domaine, c'est du domaine juridique aussi, là, comme tu mhm. disais. Et puis, on va passer, le temps file, on n'a pas encore parlé de la promotion. Aïe, Comment on aïe, aïe. fait notre promotion? On est toujours à la pige, là. On n'est pas dans le domaine, Oui. comment est-ce qu'on vend nos services? Comment les gens issus de parcours semblables aux tiens font la promotion de leurs Mhm. services pour avoir des clients? Est-ce que c'est beaucoup du bouche à oreille ou autrement? Alors, personnellement, c'était beaucoup du réseautage. Et le réseautage qui après a gagné une composante bouche à oreille. Mais au tout début, quand je me suis lancé en traduction, c'était purement par du réseautage, quelqu'un qui savait bon, que j'avais un profil académique, mais que j'avais passé presque 5 ans en rédaction et en communication, les communications médicales et que j'avais des capacités en langue et en traduction. Euh, Éventuellement, en tout cas, ça c'était le premier passage à la traduction. Éventuellement, j'ai fait mon certificat. Et vraiment, pour moi, ça a été de, de faire savoir aux gens que j'avais croisés professionnellement dans le domaine des communications médicales que maintenant je faisais de la traduction. Mhm. Et dernièrement, je sens, et parce que moi je suis quelqu'un d'introverti, donc Ah oui? oui, ou en tout cas, Pourtant, c'est vraiment fantastique. Ben, on est des introvertis beaucoup. Moi, ben je c'est suis ça. extravertie, mais il y a beaucoup de collègues qui sont introvertis, effectivement. Là maintenant, ça, là, c'est le podcast, Oui, le balado, c'est caméra, ça. micro, j'ai 5 ans presque de ça, donc j'ai gagné C'est ça. comment Moi, dire, je t'ai connu comme ça, là. désinvolture, Je te connaissais pas avant, là. une désinvolture. Mais une des choses que j'ai juste c'est juste l'année passée que j'ai commencé à faire. En même temps, juste avant, ça aurait été compliqué avec la COVID. Mais c'est Hmm. d'aller à des événements où je rencontre des gens avec un potentiel de réseautage, mais en personne. Et, euh, et en tout cas, j'ai senti l'année passée qu'il y a donc, juste de réseauter et de prendre des nouvelles de personnes avec qui je travaillais et qui ont évolué dans le domaine de la rédaction médicale, ça a été important à un moment donné. Mais je sens que dernièrement, il y a encore plus de potentiel euh, en rencontrant nos clients potentiels en personne directement. Ce serait, s'il y a un gros conseil ou quelque chose qui a vraiment changé la donne pour moi, je dirais que c'est ça la dernière année, là. En fait, tu réseautes avec des clients potentiels. Nous, les traducteurs, on a tendance à réseauter entre nous. Fait que c'est peut-être pas, c'est bon du point de vue sociabilisation, là, j'ai pas de problème, mais c'est peut-être pas la meilleure façon d'aller chercher des clients. C'est vraiment Mhm, aller rencontrer des clients. mhm, Tu vois, moi, le 12 mai, je vais aller à une journée à Montréal parce que je m'intéresse beaucoup à la mémoire et aux maladies de la mémoire, l'Alzheimer. Et alors, il y a une journée à Montréal où vont être présentés, c'est CIMAC, je pense. C'est des projets de recherche sur la façon de dépister de façon précoce l'Alzheimer. Parce que là, on connaît assez bien l'Alzheimer, mais les personnes qui en sont atteintes ont déjà présenté pendant peut-être les 10 années précédentes des symptômes très légers, mhm, mais qui maintenant, on est plus au courant. Donc,
on va peut-être pouvoir intervenir avant que leur santé se détériore. Ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je vais faire un balado, ça me permet de l'annoncer aujourd'hui. Mhm. Donc, est-ce que ce serait le genre d'événement qu'un traducteur ou une traductrice aurait intérêt à Oh oui, courir? c'est OK, intéressant, c'est intéressant parce que c'est exactement ce que j'allais dire, c'est il faut suivre tes intérêts, il faut suivre vos intérêts personnels. OK. Quand on se lance les gens que j'ai vus au certificat, ils venaient tous de quelque part, ils voulaient tous s'en aller quelque part avec leur traduction. C'était pas juste j'apprends à traduire euh, juste comme ça. Et en tout cas, sans objectif ou sans, comment dire, je Sans vais, but, objectif de carrière, là, ouais, c'est objectif ça, de ils carrière, c'est ça. voulaient, C'est je comprends. en dessous du chapeau de traducteur, il y a une personne humaine qui a des intérêts, qui a des aptitudes, qui a des couleurs dans son langage particulières et il faut profiter de ça pour aller parler directement avec des gens dans les domaines qui nous intéressent. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que, euh, en tout cas, dans mon domaine, certaines conversations que j'ai eues et dont je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se transforme en une relation professionnelle. Et même, j'ai parlé avec des gens en disant, bon, je fais ça, je fais mon balado, je fais de la traduction. Et à un moment donné, quelques mois plus tard, on m'appelle, tu disais que tu fais ta traduction dans le médical. Ah, on a un projet pour toi, si tu es D'accord. intéressé. Donc, avec l'avantage qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il y a C'est pas ça, d'agence. exactement. Les clients Euh, directs qu'on C'est ça. appelle. Oui, Mais oui. comment est-ce que tu vas obtenir un client direct? C'est si ils sentent que il y a, il y a une grande affinité entre toi, ton profil et leur mission à eux. Et dans mon cas, ben, c'est en lien avec mon parcours en sciences, en recherche, après mon parcours en rédaction dans le médical, etc., etc. Et bon, et après, chaque projet que tu fais commence à faire partie de ce portfolio que tu présentes aux gens. Maintenant, j'ai développé une partie de mon portfolio dans ce côté plus des communautés de praticiens ou de patients d'une certaine maladie. Donc, ça fait partie d'un bagage que j'ai, d'un intérêt que je porte à ça et de quelque chose que je peux montrer rapidement à quelqu'un quand il me demande, ah, c'est quoi tes types de projets? Euh, Justement, c'est Vas-y, l'impression qu'on laisse à un client, ça se joue en l'espace de quelques minutes. Là, quand quelques tu parles minutes. de ton portfolio, alors tu arrives avec ton portfolio, en quelques minutes, tu as convaincu ton client, C'est ça. ou à peu Ben, près, là. ben, tu as, disons, Tu as laissé une impression, tu en as tout trois cas, là. minutes pour laisser une impression. C'est comme c'est comme, là, je vais utiliser un terme anglais, là, le elevator pitch. C'est Oui, ça. oui, oui, c'est ça l'elevator pitch. OK. Et, et, euh, et en tout cas, à date, je suis content des relations professionnelles que j'ai pu développer comme ça. Et comme je te dis, Sylvie, ça fait depuis l'année dernière que je sens que le facteur en personne change la donne un petit peu. Et donc, de plus en plus, je vais essayer de ne pas manquer des occasions de le faire. Donc, je ne suis pas encore super, comment dire, Partout à ch- Montréal, dans toutes non, non. non, mais j'ai vraiment une sensation très forte qu'il y a quelque chose là et que si toi qui écoutes et chez toi en train de traduire, tu as un intérêt, ça peut être ça peut être juridique, ça peut être la science, ça peut être les jeux vidéo, etc. Va rencontrer les gens qui sont dans ces industries-là, dans des événements où des fois, ça arrive par chance. Dans une occasion qui n'a aucun lien avec je vais faire du réseautage, tu croises quelqu'un, ben, c'est le moment de partager ce que tu fais et de raconter un petit peu pourquoi tu aimes ça, d'où tu viens, etc. Et de rester un peu mémorable dans le fond. Que la personne, 2, 3 jours après, elle se rappelle, ah, ben, Justine, oui, Justine, l'autre jour, je l'ai croisée à cet événement. Puis c'est vrai qu'on on a besoin de trucs en traduction. Puis
ben, je vais lui parler parce que je trouvais qu'elle était allumée, puis elle était intéressante, etc., etc. Bien sûr, je donne un exemple comme Est-ce ça. que tu utilises encore la bonne vieille carte professionnelle? Oui, Oui, c'est encore valable. OK, oui, moi, c'est j'ai encore un petit peu valable. délaissé. J'en ai une boîte pleine, là. Je Moi, l'utilise plus. j'en ai acheté une fois et je suis encore sur la même boîte, mais je les apporte. Et il y a des gens qui vont juste demander le LinkedIn. C'est classique aujourd'hui. Oui, alors avec leur Mais, téléphone, ouais, OK, exactement. OK. Exactement. Mais la carte avec ton adresse courriel professionnelle, c'est toujours c'est un Donc, standard. tu le conseilles, c'est Oui. toujours valable. Puis l'autre chose, moi, que je conseille aussi, si je peux aussi apporter ma couleur dans cette discussion-là, c'est de justement faire un portfolio sur Oui. Wix ou sur une application comme ça, du genre, moi, le mien, c'est sylvielemieux.com, pas de point, pas de barre en bas, rien, là. Mhm. J'ai acheté un nom, mais ça s'écrit très bien. Quelqu'un a son téléphone, je peux lui écrire ou il peut l'écrire facilement et puis me retrouver. Et il ouvre le lien et là, il va voir l'onglet Mes services, compétences, expériences. Et je dis toujours les études, en tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je dis toujours à mes mentorés pour mon programme de mentorat, vos études, vous les mettez en dernier parce Mhm. que la personne veut savoir c'est quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter Oui, pour elle, monétairement, est-ce que ça va rentrer dans son budget et tout ça. Et parce que c'est ça là, qu'elle veut savoir. Puis après ça, elle va aller voir vos études, c'est les sûr. études que Oui. vous allez avoir faites. Oui, je suis Alors d'accord avec toi. Mais ah d'ailleurs, bon, juste la note, moi, je n'ai pas ce portfolio-là. Et donc, c'est quelque chose que je devrais travailler dessus parce que c'est ça. Je passe quand même beaucoup de temps, j'investis beaucoup de temps sur promouvoir mon balado et tout ce qui est autour du oui, balado. oui, que tu fais très Et bien d'ailleurs. ouais, j'essaye. J'ai encore beaucoup à améliorer, mais c'est sûr que j'ai très envie et je devrais, peut-être on devrait en parler, je devrais sur mon site web professionnel, parce que j'en ai un qui est un peu générique, je devrais avoir une page portfolio, puis mon Facile erreur, je ne l'ai à... pas Ah encore. ben, on pourra s'en reparler très certainement. Puis il y avait une autre avenue dont on avait parlé dans notre rencontre préparatoire que moi j'utilise pas. Puis les traducteurs, on n'est pas tellement... ben, t'es traducteur, mais je veux dire, t'es biomédical avec un parcours différent du nôtre. Mais je parle Mhm, des traducteurs qui sont passés par le parcours traditionnel. Instagram, on sait que ça existe, on va mettre des mhm. photos, mais ça a l'air d'être un bon moyen aussi d'augmenter notre visibilité auprès des clients potentiels. Euh, oui, mais un peu à l'image de ce que je disais avant, donc il faut pas essayer de suivre un espèce de modèle à l'emporte-pièce. Il faut être soi-même quand on essaie de promouvoir son travail ou son profil. C'est la même chose avec sur quelle plateforme on fait sa promotion. Sur Instagram, il faut quand même être prêt à bien produire du contenu visuel attrayant. C'est ça, hein? OK. Si tu as ce don-là de faire des beaux carrousels ou des belles images et d'après rédiger un beau texte qui accompagne, ça peut marcher. Maintenant, c'est pas tout le monde qui fait ça Mhm. de la même façon que c'est pas tout le monde qui peut être sur TikTok. Maintenant, il y a du monde qui sont sur TikTok et qui parlent de linguistique et qui sont drôles, qui sont bons, ils sont bien devant la caméra. Moi, de ce côté-là, sur quelle plateforme je fais la promotion de mon profil professionnel, ça va vraiment dépendre de est-ce que tu te sens bien et confortable à le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui te vient naturellement? Est-ce que ça va, mais encore une fois, est-ce que ça va pas, est-ce que c'est quelque chose qui va pas avoir un coût de Le stress coût, pour toi? exactement, Exactement. exactement. Parce que là, si tu dis, ah, là, ok, je vais faire une vidéo par semaine, mais là, ça te stresse, ça ne devient pas naturel, il faut que tu l'enregistres 4 fois, puis ça veut dire que ce n'est pas la bonne plateforme. Moi, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est d'être sur LinkedIn, Oui. d'avoir un beau profil LinkedIn, faire son lien vers son portfolio qu'on a sur notre sur notre site web pro, c'est sûr. Mais être sur LinkedIn, être dans des groupes LinkedIn dans les domaines qui nous intéressent, participer ou du moins réagir à des conversations dans ces domaines-là. Mais tout ce qui est après créer
la création de contenu pour promouvoir euh, notre activité professionnelle, il faut être conscient du coût que ça peut avoir et il faut choisir un médium avec lequel ça soit facile d'une certaine façon ou du qu'on moins est à l'aise. agréable pour nous. Mais je pourrais dire qu'il y a peut-être Instagram, on peut être à l'aise, mais est-ce que c'est là qu'on va chercher? Est-ce que nos clients, je prends l'exemple du domaine biomédical, est-ce qu'ils vont Oui. sur Instagram aussi? Il faut se poser la question. Je pose la question comme ça, là, parce qu'on parle Mhm. de ça. Ça peut être moi, je suis spécialisée en juridique. Est-ce que je vais avoir beaucoup de chance d'aller chercher des clients en juridique Mhm. sur Instagram? Je sais pas, j'ai jamais fait Ça, l'essai, là. oui, dans tout exercice ou toute aventure de création de contenu, la première étape, c'est où est-ce que mon public cible va s'abreuver en contenu En contenu, et aller exactement. là. Et puis, je Parce pense que que c'est plus Lincoln dans nos cas à toi et à moi, là. oui, C'est peut-être pour ça qu'on est là aussi, là, je exactement. pense. Moi, c'est sûr que Exactement. c'est le cas. Oui. Puis, en terminant, le temps file. J'aimerais ça que tu nous parles de l'ouvrage sur la rédaction persuasive. Ajoute un zéro. Ah oui. Ça, Ah oui, ça, c'est c'est vrai. quelque Ça, chose. c'était la fin de notre conversation. C'est vrai. C'est la fin de notre conversation parce que je trouve ça vraiment intéressant. Alors, ça, c'est une question. Là, je veux vraiment que ce soit une conversation à deux parce que on- la vie de traducteur, la vie professionnelle de traducteur, ça peut être très différent. La tienne est différente de la mienne, Oui, absolument. mais on fait quand même partie d'une industrie, disons, Mhm. qui a, a une histoire, qui évolue dans un certain sens, qui, euh, qui a eu des changements dans la dernière décennie, ou en tout cas, comme tu sais, tu disais, à un moment donné, les logiciels de support à la traduction sont arrivés, et ça a des impacts sur les tarifs qui nous sont offerts, des tarifs pondérés, etc., etc. Je Euh, peux juste faire une petite ah parenthèse oui, vas-y, là-dessus. vas-y. C'est pour ça que je Quand dis, je veux que ça soit une j'étais, OK, conversation à deux, deux, là. ben, je vais te dire un petit secret, mais c'est pas un secret. Quand les outils d'aide à la traduction sont arrivés, mon principal client, c'était les traductions Tessier à Ottawa. J'ai travaillé pour eux pendant 12 ans. Bon. Mais j'avais le statut de pigiste pour eux, là. J'avais d'autres clients aussi, mais c'était mon principal client. Et je gagnais 12 cents du mot, mais on me payait plein tarif. Je pouvais avoir la moitié du texte traduit parce que souvent c'était des textes du gouvernement fédéral et on me payait cette partie-là traduite que j'avais à peine à retoucher, plein tarif. Alors là, je peux te dire que j'avais premièrement des productivités. Aussi, il y avait le côté productivité. Mon patron, en tout cas, mon principal client, M. Tessier, était très content de moi quand je disais, aujourd'hui, j'ai fait 8000 mots, mais en réalité, j'avais peut-être traduit 2500. Mais dans mon carnet, c'était le système de gestion de projet de l'époque, Mhm, ça paraissait, j'avais un pic de productivité, puis moi, j'avais un pic de revenus cette journée-là. Et mhm, là, j'ai vu ça, quand l'AILA est arrivée, qui s'appelait plus maintenant comme ça, c'était l'Association d'industrie de la langue, je me rappelle plus comment elle s'appelle aujourd'hui. C'est un regroupement justement de différents cabinets et agences. On est assisté, puis il est arrivé en 2008 aussi la crise. En tout cas, on a assisté à une fragmentation des tarifs. Alors, on nous a dit, là, vous avez des 100%, combien vous demandez le mot, les 99 à 85, un autre tarif, etc. Puis on nous demandait nos tarifs dont on tenait absolument pas compte de toute façon. mhm, Et là, ça a commencé. Et là, ça s'est détérioré encore plus. Ah, ben là, il y a 50% de 100% dans le texte qu'on vous demande, mais on vous paye seulement pour le restant. Mais il faut que vous mhm, vérifiez tout le texte. Alors là, ça s'est dégradé là comme ça. C'est pas tous les clients sont pas comme ça là, mais j'ai vu ça là. Puis là, la post-édition est arrivée aussi. Donc là, ce que je vois, c'est que il y a une. Puis Joachim Lépine, que tu connais sans doute de réputation, qui est assez actif sur LinkedIn, qui son école de traduction Lyon, a écrit un blog dans lequel il dit que les tarifs en traduction dans notre secteur d'activité se sont stabilisés, mais selon
toute vraisemblance, les gens qui traduisent dans le domaine administratif et tout ça, leurs tarifs ont diminué pour les raisons que je viens d'évoquer et avec la Exact. post-édition qui arrive. Et par contre, les gens comme toi, qui sont dans des domaines de pointe ou justement de pointe, là, eux, leurs tarifs augmentent parce qu'ils sont moins nombreux, ils sont plus en demande parce que la recherche explose, les sociétés de partout dans le monde veulent avoir accès aux connaissances aussi rapidement que le pays voisin, que les autres pays du monde. Donc, tu dois être, surtout dans la COVID, tu devais être très demandé parce que la recherche avait explosé, la vitesse. Alors, ça fait que, vu de l'extérieur, on a l'impression, et l'OTIAC propose aussi chaque année son guide, Barème, un guide. son barème. Et à chaque année, je dis à monsieur, là, je parle beaucoup plus avec monsieur Barabé, j'ai dit, c'est quoi la méthodologie pour établir votre barème? Ah, je sais pas, c'est quoi? J'ai dit, c'est qui a été interrogé? Tu sais, entre toi et moi, là, on sait que si on avait fait ça, une recherche de doctorat sans méthodologie, on ne serait même pas rendu où on est, hein. Non. Mais je vois ça. Là, c'est qu'il n'y a pas, je pense qu'il y a un effort pour arriver à ce calcul-là, mais qu'il faudrait établir vraiment une méthodologie sérieuse pour faire un suivi. Ce suivi-là, aller plus en détail, voir les catégories de traducteurs qui s'appauvrissent et qui même quittent la profession finalement parce qu'ils n'arrivent À plus à cause de faire leurs frais. l'érosion Puis constante. exactement, une érosion. Et ceux qui au contraire, en tout cas, ont de meilleurs revenus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu Non, penses que ça a du sens? c'est une question complexe. Oui, hein? C'est pas facile. C'est c'est sûr que, en tout cas, je pense que la traduction. D'ailleurs, on le voit quand on reçoit des catalogues commerciaux qui sont traduits. On le voit, il n'y a même pas eu un traducteur humain là-dedans. Ça a été Non, passé c'est dans. ça. Ça, c'est dangereux Donc, d'ailleurs. c'est dangereux. Mais les corporations, il y en a qui le font et qui s'en fichent carrément parce que tu reçois des Il n'y trucs. a pas de conséquences Il n'y pour a pas de c'est ça. conséquences. Et donc ces jobs-là de traduction sont disparus. Ils sont C'est même ça. plus considérés. Euh, Maintenant, je vais essayer de faire un lien avec ce que tu me poses, la question que tu me posais, le Ajoute un zéro, le livre d'Alexandra Martel. Et elle, euh, pour résumer rapidement, euh, c'est beaucoup axé vers les solopreneurs, les gens qui sont un peu comme nous, des freelanceurs, Oui, oui. des gens qui travaillent à la pige ou qui développent leur propre business mais en solo. Et son message, c'est d'essayer d'éviter le plus possible des relations clients avec des clients qui veulent toujours imposer une espèce de règle de je te paye pour ton temps. Et c'est c'est juste le terme en anglais, et je pense que c'est le terme qu'elle utilise dans le livre, mais ce qu'elle préconise, elle appelle ça le value pricing, donc l'établissement de prix selon la valeur du produit que tu crées. Tu proposes, tu crées, Et oui, donc, d'accord. et ce qui est intéressant pour moi, c'est que dans le fond, c'est l'exercice qu'il faut faire. Il faut, surtout si comme je l'ai mentionné, si on est capable d'être en relation directe avec notre client, c'est dans le respect du client, euh, essayer de trouver le meilleur prix pour notre service avec lequel le client est confortable. Et Une donc, négociation, un genre de euh, oui, mais négociation, négociation? mais aussi comprendre le marché, voir par exemple le barème de l'OTIAC et dire, bon, mais là, juste parce que le client, euh, euh, je sais pas moi, juste parce que, par exemple, c'est le premier projet de traduction du client, je vais pas charger le double que ce que l'OTIAC propose. Donc, l'idée, c'est de, aussi, il y a deux exercices à faire. Si je traduis X par mois, combien est-ce qu'il me faut, disons, par mot, pour que je vive bien et que je puisse subvenir à tous mes besoins et que Mhm. je sois pas en précarité en baisse de salaire par rapport à l'inflation, par exemple. D'accord. Si je OK, maintiens les tu prix. tiens compte, OK, il y a un côté que responsabilisation.
Oui. C'est pas comme dire je suis employé, puis c'est mon syndicat qui doit négocier avec l'employeur. Non, là, Ah, t'es en d'accord. solo. Fait que c'est toi le Mhm. syndicat. C'est vrai, Donc, c'est toi le donc, syndicat, oui. donc à chaque année, idéalement, il faut renégocier nos tarifs avec nos clients, puis les faire Mhm. monter un petit peu, tu sais, En fonction en fonction. du taux Oui, d'inflation. oui. OK. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ben, des gros, surtout des gros clients, c'est pas eux qui vont démarrer cette conversation. Donc, c'est à nous C'est ça. c'est à nous de prendre l'initiative de le faire. Après, c'est sûr que si moi, je travaille avec, et ça arrive souvent avec des organisations à but non lucratif, mais là, encore une fois, je vais ajuster. Donc, cette définition de combien vaut mon service pour mon client, c'est un exercice qu'il faut faire. Et c'est un peu ça que Alex Martel, elle dit dans son livre. Puis elle dit ajoute un zéro parce que très souvent, quand on essaye de nous forcer à avoir ou bien des tarifs, des flat rates, comment on dit ça, flat rate en français maintenant, ça Des m'échappe. tarifs, je sais pas, je comprends l'idée, là, c'est fixe, un Des tarif tarifs fixe. fixes, Autrement dit, mettons, c'est 12 cents du mot, que ça c'est soit ça, compliqué ou pas compliqué, que ça prenne plus de temps, que ça soit c'est urgent, ça. pas urgent. OK, Voilà, oui. que ce soit des tarifs fixes ou que ce soit de dire, ben non, je veux te charger par heure, de, de se dire, de se dire, si quand on me dit ça, ben on est en train de m'enlever un zéro. Et moi, mon zéro, je le mérite. Je mérite à la fin de l'année gagner, si je travaille X temps et si je donne tant d'investissement dans mon travail, ben d'être content de ce que j'ai fait à la fin de l'année. Dans le fond, c'est ça. C'est juste que, c'est sûr, quand on fait un livre, on veut que ça flash en bon français. Et Ben donc, oui, accrocher le monde ajoute un et zéro. tout. Mais Ouais, je pense il faut se permettre de se respecter dans des conversations de rémunération, mais aussi de respecter l'interlocuteur. Et donc, ça prend une certaine recherche, une certaine réflexion. Mais ça veut dire que peut-être vous allez avoir un tarif avec un client et un autre tarif avec un autre client. Comme je dis, par exemple, si je travaille exactement. avec une grande entreprise ou si je travaille avec un organisme à but non lucratif, Tu n'as pas le même tarif, là, non, c'est moi, je n'ai ça. pas le même tarif et c'est normal. Même Donc, Joachim Lépine avait, excuse-moi, non, non, juste, vas-y. je sors sur ce que tu dis, disait que c'était justement pour pas donner l'impression aux clients que tu te dévalorises en acceptant un taux moindre. Tu mets entre parenthèses, mettons, ton tarif normal, et puis tu dis, mais moi, parce que vous êtes un organisme non lucratif, je vous consens, mettons, Oui. 20% ou 30%. Mais le client va dire, ah, c'est un cadeau qu'il me fait là, parce qu'il me fait, parce qu'il veut m'aider, il est sensible à notre cause, et etc. Et non Mhm. pas, ah, ben la prochaine fois, je vais en demander autant, aussi Mhm. peu, parce que Oui. tu sais, c'est ça. Donc, Après, aussi, oui, Après, vas-y. l'importance, donc il y a deux corollaires à ça. C'est un, premier corollaire. Si vous démarrez une conversation, vous proposez un tarif, vous demandez est-ce que vous êtes confortable avec ça, et que les gens disent ah non, nous c'est la moitié, il faut être prêt Oui, à dire non. Donc, c'est ça, c'est numéro ça. un, des fois, il faut dire non. Quand ça marche vraiment pas, et là vous allez parce qu'une fois qu'on entre dans une relation et qu'on dit, OK, je prends le contrat, mais là, vous avez une responsabilité de le faire jusqu'à la fin. Et donc, vous allez avoir toute une partie de votre agenda qui va être plein d'un travail sous-payé, mais que vous ne pourrez C'est pas ça. prendre un autre contrat bien payé pendant ce temps-là parce que vous avez dit oui à faire ce projet-là. Exactement. Donc, il y a ce côté, des fois, il faut juste être prêt à dire non. Après, l'autre chose qu'on on a essayé à un moment donné au tout début de me faire et que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais après j'ai dit non. C'est les gens qui font dire, ah non, mais oui, le tarif est bas, mais je vais vous donner du volume. Ah oui, 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 absolument. C'est ça. Ça, si vous venez de commencer et puis quelqu'un vous dit ça, fuyez, tournez le dos et allez-vous-en. Parce que, encore une fois, si on vous donne un an de travail sans arrêt, mais à 5 sous le mot, le volume, il vous sert de rien. Vous allez juste C'est ne pas ça. être disponible pour d'autres projets plus intéressants et mieux payés. Donc, donc ça, c'est les deux choses que je voulais ajouter. Deux situations où il vaut mieux dire non. C'est la situation où on vous dit, ah non, mais on peut juste payer ça et on essaie de vous mettre la pression pour accepter. Ou bien de vous dire, ah non, non, mais ça a l'air peu, mais je vous donne du volume. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que Tu refuses. je refuse. Oui.
On va terminer là-dessus. Ça a été vraiment très intéressant et je vais mettre donc le lien vers le balado avec Madame Marc, Gloria Oui, Marc, le livre Ajoute un zéro d'Alexandra Martel oui. et on va, ça va être sur. Est-ce que toi tu vas reprendre l'enregistrement de notre sur ton site, sur ta page? Oui, je vais le mettre sur Tu vas au-delà le de la mettre thèse. aussi. Alors, les gens qui te suivent pourront aller voir notre entrevue d'aujourd'hui. Oui. Alors, ben, ça a été notre entrevue, notre discussion d'aujourd'hui. Oui, Ça fait peut-être un peu entrevue, mais je pense qu'on a quand même un peu discuté. Alors, oui, merci oui. beaucoup et merci beaucoup à Lucie qui pour ses services. Et puis, on garde le contact. À très bientôt, David, et merci beaucoup, Lucie. Au Est-ce revoir. que Lucie, est-ce Oui. qu'on peut amener Lucie ici pour juste qu'elle vienne expliquer un peu qu'est-ce qu'elle a fait puis comment est-ce que les gens peuvent Oh, c'est accéder? une très bonne idée. Ah Merci. oui, dans le fond, j'ai manqué les 5 premières minutes vu que mon enregistreur vocal procédait à des mises à jour. J'ai enregistré 1 heure du balado en anglais alors que je traduisais à mesure. Alors, ce que je vais faire, je vais vous envoyer à tous les deux l'enregistrement. Comme ça, les Parfait. anglophones vont pouvoir ouvrir le lien MP3 puis l'écouter de leur côté. Super. Donc, moi, ce que je pense de mon côté, ce que je vais faire, je ferai une transcription de ça que je pourrais peut-être proposer avec mon balado en français. Mais après, ou on peut en parler, Sylvie, mais c'est ça, les gens qui écoutent ça et qui voudraient l'écouter en anglais, on va avoir 1 heure d'interprétation Ben, par David, Lucie pour Battaglia. répondre Oui. pour la transcription, on a une transcription dans Ah, OK. Zoom. Alors, je Parfait. pourrais te l'envoyer. Puis tu Merveilleux. pourras. Je sais que tu fais des montages avec de la musique aussi. C'est tellement cute. Merci beaucoup. Merci Parfait. beaucoup, Lucie. Merci, Alors, Lucie. si on veut faire affaire avec toi, tu es toujours prête pour un contrat en interprétation, autant vers Oui, l'anglais je que vais vers le m'assurer. français, hein? Oui, je vais vraiment m'assurer pour la méthode parce que moi, normalement, je suis du côté fournisseur de services et c'est mon Mhm. client qui configure le lien d'interprétation. Je vais essayer de me familiariser de A à Z avec la procédure de mon côté. Puis, je vais aussi m'assurer d'écouter l'enregistrement avant de vous envoyer ça. Merveilleux. D'accord. Alors, on dit bien que tu traduis aussi bien vers l'anglais que vers le français. C'est Mais bien j'ai ça, 2 langues Lucie? maternelles. C'est assez rare, C'est mais ça. je suis capable de faire les deux. Merci beaucoup. Alors, à Merci. C'est bientôt tout très le monde. intéressant et au revoir, au plaisir. Au Au revoir. revoir, au plaisir. À bientôt.